Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce débrief du match PSG Marseille qui s'est terminé hier aux alentours de 22h30, 22h35 environ. Alors pourquoi je l'ai pas fait hier soir? Parce que je devais dormir en fait et parce que c'est compliqué. Et pour pouvoir développer un peu, faut déjà pouvoir parler fort. Et parler fort, c'est un peu compliqué à 23h quand il y a des gens qui dorment. Donc c'est mieux de le faire maintenant, aujourd'hui, là vers 17h presque. Moi je le tourne presque vers 17h. Vous l'aurez, je sais pas, vers 17h15, 17h30, je sais pas. En tout cas, le Paris Saint-Germain s'est donc imposé 1-0 face à l'Olympique de Marseille. Un but signé Neymar à la 45e minute de jeu, plus 2 minutes de temps additionnel. Donc 45e plus 2 en gros. J'aime pas dire 47e, parce que pour moi 47e c'est la deuxième mi-temps. Hein, c'est la deuxième minute de la deuxième mi-temps. Donc non, pour moi c'est 45e plus 2. Et le PSG qui prend donc les 3 points face à l'Olympique de Marseille. 29 points pour Paris, 23 pour l'OM. Alors quoi dire sur cette rencontre? Déjà personnellement, j'ai trouvé que Paris Saint-Germain, que le PSG, pas que Paris Saint-Germain, que le PSG avait eu un sursaut d'orgueil en quelque sorte en première période. Et surtout que je pense que la défense à 4 aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Je vois vraiment une amélioration défensive avec ce système à 4. Marquinhos a l'air de s'épanouir beaucoup. La charnière centrale qui formait avec Danilo était très bonne. Bon, Danilo s'est claqué comme Eric Bailly un petit peu après, mais Danilo s'est claqué en premier. Et donc sorti remplacé par Nordi Mukiele, qui a pas fait un incroyable match, mais il a pas fait un match nul non plus. Il a pas fait, c'était pas incroyable, mais c'était pas nul non plus pour Nordi Mukiele. Mais j'aurais préféré que Danilo reste un peu sur le terrain. Mais Achraf Hakimi, j'ai trouvé pas mal quand même sur le côté droit de la défense. Quelques accélérations, quelques petites courses, quelques occasions. Il a pas réussi à les concrétiser. Manque d'adresse, un peu, j'allais dire manque de maladresse. Un petit manque d'adresse quand même de Achraf Hakimi. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait par rapport à ce qu'il nous montre d'habitude. Juan Bernat, ça a été un peu compliqué. Il s'est fait pas mal déborder par Jonathan Klaus. Bon, après, ça, c'est des choses qui arrivent, hein, mais c'est un peu dommage quand même pour Juan Bernat. Voir le retour de Nuno Mendes. Est-ce que Nuno Mendes peut aussi s'épanouir dans une défense à 4 autant que le fait Hakimi? Milieu de terrain extrêmement complémentaire. Je suis très déçu que Vitinha ou Fabian Ruiz n'aient pas marqué. Marco Verratti, bon, maintenant on commence à être habitué à ne pas le voir marquer, presque à ne pas le voir frapper. Ouais, c'est limite si on le voit jamais frapper. Donc c'est pas forcément inhabituel, fallait s'y attendre. Voilà, mais Vitinha et Fabian Ruiz, déçus qu'ils aient pas marqué, ils ont beaucoup frappé, ils ont été très présents dans le cœur du jeu, très dangereux pour les Marseillais et très complémentaires avec Marco, entre eux et avec Marco. Et ouais, un petit peu dommage qu'ils aient pas marqué, ça aurait pu un petit peu conclure leur rencontre, finaliser une bonne prestation de leur part. Maintenant, de toute façon, Vitinha, il frappe pas mal, mais il marque pas souvent. Mais je pense que ça finira par rentrer. Quant à Fabian Ruiz, s'il est titulaire de temps en temps, ça devrait finir par rentrer pour lui aussi. Au niveau de l'attaque, Messi, Mbappé, Neymar. Alors Neymar, je l'ai trouvé un peu moins bon. Il a pas mal tenté de gestes techniques un peu stupides en seconde mi-temps. Il a un peu chambré les Marseillais. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est pris un rouge, enfin qu'il s'est pris un tacle de Samuel Gigot qui a donc pris rouge derrière. Mais dans l'ensemble de son œuvre, Neymar, je l'ai pas trouvé incroyable, mais c'était pas mal quand même. C'était pas top non plus, mais c'était acceptable de la part de Neymar. Kylian Mbappé très bon, même si j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus percutant, un petit peu plus tranchant, un petit peu plus dangereux. C'est plutôt Messi, moi que je trouve assez dangereux. Messi, son magnifique coup franc qui termine sur la barre transversale. Par contre, il va falloir m'expliquer la disposition des défenseurs marseillais sur le coup franc de Messi. Parce que mettre entre 7 et 9 mecs dans la surface, c'est d'un côté une bonne idée, mais de l'autre, ça gêne un petit peu Paul Lopez. Et heureusement que Messi le met sur la barre transversale. Il a tenté barre transversale rentrante. Ça a fait barre transversale et ça n'a rien donné derrière, mais je pense que s'il la mettait un tout petit peu plus bas,
ça passe largement parce que aucun des défenseurs ne peut la récupérer. Et Pau Lopez est un petit peu gêné aussi pour leur compte parce qu'il y a plein de défenseurs devant lui. À côté de lui, c'est un petit peu la muraille de Chine, mais il y a muraille de Chine avec des trous, quoi. Donc c'est pas très intelligent, je trouve, le placement sur ce coup-là. En plus face à Messi, quoi. Si c'était des tireurs moins expérimentés, ça pourrait passer, mais là c'est quand même Léo Messi, l'un des meilleurs tireurs de coups francs de la planète, donc peut-être pas non plus éviter. Ouais, faudra peut-être éviter ce genre de placement défensif sur coup franc. Mais sinon, Léo Messi, pareil, intéressant aussi. J'ai bien aimé les courses de l'attaque parisienne, mais le milieu, c'est pour moi la chose qui a été le plus intéressant côté parisien. Et Nordi Mukiele, Juan Mukiele Bernat, c'est un petit peu le point noir de cette soirée. Gianluigi Donnarumma a lui aussi sorti un bon match, comme Pau Lopez, surtout Pau Lopez. Pour moi, j'ai préféré Pau Lopez à Gianluigi Donnarumma, parce que le gardien espagnol a fait beaucoup d'arrêts en première mi-temps. Je pense que sans lui, Paris mène déjà 1-0 au bout de la 5e. Je pense qu'à la fin de la première mi-temps, il y a 3-0. Il y a le but de Neymar, il y a peut-être le but d'Achraf Hakimi, et puis il y a le coup franc de Messi. Bon, il n'y peut rien, Pau Lopez, mais pour moi, le coup franc de Messi, une fois sur 15, il passe 14 fois sur 15, il passe dedans. 14 fois sur 15, il le marque. Là, on est tombé sur la fois où ça rentrait pas. Mais d'après moi, le coup franc de Messi, 14 fois sur 15, il passe. Parce que c'était vraiment une barre dangereuse. Tu sais, t'as les barres, des fois, ça vient fracasser la barre, mais tu vois très bien que ça rentrera pas. Là, c'était vraiment presque le dessous de la barre, en quelque sorte. C'était vraiment le côté but de la barre. T'en as certains qui envoient sur la barre, mais bon, tu sais très bien que c'est mal frappé. C'est juste le truc qui part en sucette et il finit sur la barre en mode coup de bol, en quelque sorte. Mais Messi, là... c'était vraiment bien tiré, il a repéré le trou de souris de la défense marseillaise, il a failli glisser le ballon magnifiquement bien dedans, ça aurait été un magnifique but sur ce coup-là. Donc merci à Pau Lopez, pas forcément sur ce tir et la barre transversale de Messi, mais pour l'ensemble de son œuvre, merci à lui. Côté marseillais, quoi dire? Bon, Nuno Tavares, très bon, malgré ce que j'ai pu entendre sur lui, je suis un petit peu déçu de certains supporters marseillais. Nuno Tavares est excellent depuis le début de saison. Directement, il fait un match un peu plus moyen que ce qu'il a l'habitude de sortir. Et je dis bien un petit peu plus moyen. Parce que vraiment, c'était quoi? Il a tenté plein de trucs. C'est juste qu'il n'a pas réussi à être à la conclusion des actions comme Alexis Sanchez. Mais je veux dire, c'est quand même un très très bon match de la part de Tavares. Et non, franchement, je les trouve très durs, les supporters marseillais, sur ce coup-là. Chancel Mbemba aussi, très très bon. Samuel Gigot, il a fait une entrée désastreuse, il a pas arrêté de faire des fautes. Il a fait que des fautes, le mec. Eric Bailly, j'ai entendu aussi certains supporters marseillais se plaindre, il est en cristal, il est fragile et tout. Les mecs, vous avez plein de matchs à jouer, il y a enchaînement du calendrier, c'est normal qu'il y ait forcément un joueur qui finit par se claquer. Hein. Il y a forcément un joueur qui finit par se claquer. C'est logique. Voilà, c'est Bailly, voilà, c'est bon, hein, c'est tout. Maintenant, est-ce qu'il sera là pour la suite de la compète avant la Coupe du Monde? Et où est-ce qu'il va revenir justement après la Coupe du Monde? Ça par contre, c'est un autre débat. Et je pense que cette fois-là, oui, peut-être qu'il reviendra après la Coupe du Monde. Ou alors il sera dans le groupe pour le dernier match. Mais il jouera peut-être... qu'il rentrera peut-être à ce moment-là. Mais je pense pas qu'il jouera beaucoup. Ça dépend comment il sait... Quel est l'état de sa blessure. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un peu grave mais ça peut être réglé assez rapidement? Ou est-ce que c'est vraiment pas du tout grave? Il sera de retour dans 2 semaines ou dans 1 semaine, mais enfin, je pense pas qu'il sera de retour face à Lens samedi prochain, mais voilà, il y a des trucs quand même, je pense pas que ce soit parce qu'il est en cristal, machin. Il y a l'enchaînement des matchs, il y a plein de trucs qui peuvent être pris en compte. Voilà, maintenant, je pense pas que ce soit le Bailly le problème. Quoi dire au plus de cette attaque? Amin Harit, très bon. Amin Harit, j'ai trouvé vraiment que c'est la plaque tournante de Marseille. C'est lui qui emmène les ballons vers l'avant, c'est lui qui crée le danger. Et derrière, c'est Alexis Sanchez qui est censé les conclure. Et Nuno Tavares, Sanchez et Tavares, ils ont essayé de se trouver. Bon, Tavares, normalement, il a un rôle un peu plus défensif de base. Là, je l'ai trouvé plus attaquant que défenseur. Mais dans l'ensemble... Alexis Sanchez et Nuno Tavares, je les ai trouvés très bons. Et Marseille n'a pas forcément à se plaindre de son match. Je trouve que les joueurs ont été plutôt intéressants. Moi, le seul truc qui m'a énervé un petit peu chez les Marseillais, qui m'a déçu un petit peu. Je me disais, ça y est, c'est le moment où en deuxième mi-temps, Paris
a une nouvelle fois lâché les rênes du match, a commencé à moins mettre sa patte sur le jeu. Et je me disais, Marseille va pouvoir commencer à se créer d'occasions. Et Marseille l'a fait. Le match s'est complètement rééquilibré en seconde mi-temps. Déjà qu'il n'était pas si déséquilibré que ça en première. Donc le match s'est complètement rééquilibré. On a même perdu à un moment la possession du ballon. C'était les Marseillais qui l'avaient. Et je me disais, là, il y a vraiment quelque chose à faire parce que la défense parisienne est un peu plus instable qu'en première mi-temps. Les attaquants marseillais sont plus dangereux. Il y a un nouveau défenseur qui est arrivé en la personne de Samuel Gigot. Il y a du sang frais qui est arrivé. Et je me disais peut-être que... Eh ben non, peut-être que rien du tout en fait. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça, à ce moment-là, oui. Mais après, Donnarumma a aussi fait... de très bonnes parades. Il nous a habitués à en faire, donc voilà. Mais un peu dommage, mais franchement, Donnarumma quand même très bon match. Faut se dire aussi que Donnarumma, il a des choses à prouver. Il a des choses à prouver après que les supporters lui en veuillent un peu à cause du match face au Real Madrid. Je sais qu'il date, mais il y en a toujours qui sont en mode Donnarumma face au Real. C'est un match de Ligue des Champions parmi tant d'autres matchs de toutes compétitions confondues. Voilà, c'est tout. Moi, désolé, mais en dehors de sa boulette, et Karim Benzema la reprend, même face au Real, je le trouve pas si dégueulasse. C'est sur sa boulette qui provoque tout et qu'après, derrière, le match devient incontrôlable pour le PSG et on perd du terrain considérablement, on se prend 2 buts en seconde. Mais sinon, Donnarumma, je le trouve pas si dégueulasse que ça. Il nous sort des parades fantastiques comme en sortait Navas. Peut-être moins. Mais il faut se dire aussi que Navas n'aurait pas eu à sortir ses parades fantastiques si notre défense avait été bonne. Il n'aurait pas eu à faire 25-30 arrêts face au Bayern si jamais notre défense avait été un peu plus compacte, quoi. Et là, c'est pareil. Donnarumma, il te sort quand même pas mal de bonnes parades. C'est juste son jeu au pied qui est catastrophique. Ça, il n'y a pas que sur le Real qu'on l'a vu. Donc voilà, non, pour moi, je suis désolé. Donnarumma, à part son jeu au pied, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Si je l'ai fait, je le regrette pas, parce que il a des choses à se reprocher, Donnarumma. Mais moi, personnellement, je le prends pas en grippe non plus. Quand ça va pas, je lui dis. Moi, le seul truc sur lequel Donnarumma, je suis pas content, c'est quand le mec vient se plaindre. L'année dernière, il se plaint d'être en rotation avec Navas. Je dis à un moment, si t'as pas regardé avant la situation des gardiens dans le club où tu vas, bah te plains pas derrière, parce que tu le vois. Quand t'arrives, tu vois très bien qu'il y a Keylor Navas qui a sorti une saison de folie, qui a amené Paris en demi, qui a fait des arrêts de fou face au Barça, au Bayern. Tu le vois, ça. Donc à un moment, bah oui, c'est normal qu'il y ait de la concurrence. Et sur ce coup-là, Pochettino, moi je lui en veux pas tellement en fait. Parce que je me dis, mec, t'as quand même 2 gardiens de classe mondiale qui te sortent des parades de fou. Et il faut les faire jouer l'un et l'autre. Voilà. Après, moi, ce que j'en veux à Pochettino, c'est le fait, Navas, pour moi, face au Real, c'était l'évidence. Navas face au Real, oui. Donnarumma, dans quelques matchs de Ligue des Champions, face à Bruges ou à Leipzig, oui. Mais pour les gros matchs, moi, c'était Keylor Navas face à City, face au Real, machin. C'est pas parce que Donnarumma, il a gagné l'Euro avec l'Italie que directement, le mec, c'est l'assurance tout risque en Ligue des Champions. Et la preuve que ça ne l'était pas. Parce que Donnarumma, c'était seulement son 8e match en Ligue des Champions. Et encore, je sais même pas, ça se trouve, il est pas titulaire lors de l'un des 6 premiers matchs de phase de groupe. Donc ça, sur ce coup-là, oui, ça je reproche un peu à Donnarumma de s'être plaint. Alors, bah, à un moment, si tu regardes pas la situation dans le club où tu vas, te plains pas, quoi. Te plains pas. Enfin bref, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'ai plus grand-chose à dire. Merci de m'avoir suivi, les gars. N'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo si elle vous a plu, à partager, à commenter, ça c'est le plus important. Donnez-moi votre avis sur cette rencontre-là. Et à vous abonner en activant la cloche de notification. Et si vous regardez cette vidéo le 17 octobre, eh ben, je vous donne rendez-vous vers 21h, 21h30, 22h pour mon débrief de la cérémonie du Ballon d'Or. Normalement, Karim Benzema devrait l'avoir, mais si le Ballon d'Or se met encore à frauder... Attention, je vous le dis, si Benzema n'obtient pas le Ballon d'Or, je ne regarderai sûrement plus cette cérémonie. Je dis sûrement parce que je ne vais pas commencer à dire « je regarderai plus, c'est sûr !» Non, parce que j'ai dit aussi en août que je ne garderai pas la Coupe du Monde. Bah finalement, je la regarderai la Coupe du Monde, t'inquiète pas. Mais voilà, je préfère dire, normalement, je pense que je regarderai plus, ou alors j'attacherai beaucoup moins d'importance à cette cérémonie du Ballon d'Or, si Benzema ne l'obtient pas. Et surtout si c'est Ronaldo qui l'obtient, tout dans le genre. Si c'est encore Ronaldo qui l'obtient, là, Lionel Messi, on est protégé parce que Messi est même pas dans les 30 nommés, donc c'est pas compliqué. Mais si c'est CR7 qui l'a, alors là, encore si c'est Robert Lewandowski, machin, bon, c'est des mecs qui méritent moins que Benzema, mais qui méritent quand même, donc à la limite, ok. Mais si c'est Cristiano Ronaldo, ou je sais pas qui, ou Luka Modric comme en 2018, ou je sais pas,
Luka Modric encore en 2018, il méritait, mais là, Ronaldo, il mérite pas sur cette saison-là, je suis désolé. Donc si c'est Ronaldo, non, je pense que je regarderai pas. Mais j'espère que ce sera Karim Benzema. Enfin bref, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Moi, je vous donne rendez-vous ce soir pour le débrief de la cérémonie du Ballon d'Or. Salut à tous!